L'actualité judiciaire est riche en exemples très controversés. Dans le procès d'O.J. Simpson, l'empreinte génétique tirée de l'ADN des taches de sang retrouvées sur le lieu du crime était bien la sienne. Coupable, affirment les experts en génétique de l'accusation. Non coupable, rétorquent ceux de la défense, les prélèvements ayant été effectués de manière imprécise. Dans ce laboratoire de la police scientifique de Lille, sur 1000 crimes et délits traités chaque année, 10% passent par une recherche d'ADN, comme dans cette affaire d'inceste où l'on recherche des traces de sperme sur un chemisier d'enfant. Dans ce congélateur, nous conservons des pièces telles que un drap, un slip pour une affaire de viol, ici des prélèvements sanguins et des prélèvements de sperme, ici un casque de moto. Et c'est à partir de traces prélevées sur ces différents échantillons que nous déterminons l'empreinte génétique des individus. Tout commence sur le lieu du crime. La police s'entoure bien sûr d'un maximum de précautions pour prélever tout ce qui pourrait aider à identifier le coupable. Un fragment de peau, un cheveu, une simple tache de sang, du sperme ou un poil. Mais les limites de cette technique sont dans la qualité du prélèvement. Le cheveu d'un policier ou le postillon d'un laborantin pouvant tout à fait se mélanger aux indices et brouiller sérieusement les pistes. Pour extraire l'ADN, on casse chimiquement les cellules de ces indices pour atteindre leur noyau, par exemple les globules blancs pour le sang. L'extraction est ensuite purifiée grâce à un solvant et au final, on obtient ce flocon d'ADN d'où partiront toutes les recherches. Mais lorsque l'ADN ainsi obtenu est insuffisant ou bien détérioré, on peut le multiplier grâce à une enzyme de reproduction chauffée à 92 degrés. Résultat, l'ADN est copié et recopié pour permettre toutes les études. La technique des empreintes génétiques est la plus efficace dans les affaires de viol. Pourquoi? Parce qu'on travaille uniquement si on a détecté la présence de spermatozoïdes et on a actuellement un taux de réussite qui est de 86%. Pour arriver à lire l'empreinte génétique d'un suspect, on utilise l'électrophorèse. Sur cette plaque, plongée dans un champ électrique, on dépose l'ADN coupé en petits morceaux par une enzyme de restriction et on laisse reposer quelques temps. Pour un viol, par exemple, on déposera l'ADN du sperme de l'agresseur prélevé sur la victime, puis celle d'un suspect numéro 1 et celle d'un suspect numéro 2. Les plus petits morceaux d'ADN migrent plus vite vers le pôle positif et se classent ainsi par taille sur la plaque. Si l'ADN d'un suspect se décompose de la même façon, cela constitue un fort indice de culpabilité. Le dessin comparatif ainsi obtenu est photographié sous UV. Ce cliché est ensuite interprété par les scientifiques. Voici un résultat d'une affaire de viol. Alors nous avons extrait l'ADN à partir d'un prélèvement de spermatozoïdes effectué sur une victime qui a été déposée ici. Et nous avons extrait l'ADN à partir d'un prélèvement sanguin effectué sur le suspect qui a été déposé ici. Et on peut constater avec cette première analyse que les profils génétiques du suspect et des spermatozoïdes prélevés sur la victime correspondent. En fin d'analyse, on arrive à un risque d'erreur de 1 chance sur plusieurs milliards que ces spermatozoïdes ne proviennent pas du suspect mis en cause, mais proviennent d'un autre individu de la population qui présenterait le même profil génétique. Et tout le problème est bien là, car lorsque les magistrats demandent des certitudes, les scientifiques ne peuvent répondre qu'en probabilité, aussi importante soit-elle. Tout dépend donc de l'utilisation qu'un juge fera de ces résultats parmi les autres éléments de l'enquête pour condamner ou acquitter un suspect.